Le Young face au vent, c'est donc effectivement le dernier film que j'ai réalisé. C'est un film qui a pris 4 ans, 4 ans pour mettre un film, pour faire un film, et 1 an pour le réaliser, c'est du luxe. Mais pour moi, c'est le moyen de vivre des expériences qui rencontrent un peu mes convictions et de les partager. Donc vous professez un certain retour à la lenteur. Je ne professe pas un certain retour à la lenteur, j'appelle ça prendre le temps de vivre les choses, de les vivre pleinement, de les comprendre, d'observer et surtout de vivre dedans. On remarquera tout de même la performance qui a consisté à tourner ce film et à le réaliser tout seul. Donc ça, c'est assez remarquable. Alors, je laisserai les spectateurs du film être juge. Oui. Bon, les gens sont assez surpris d'apprendre qu'effectivement j'ai vécu cette histoire tout seul, car les images sont quand même assez jolies, les sons, l'histoire, c'est grandiose, c'est exotique, il y a de la prise de vue un peu aérienne aussi, il y a des choses qui font rêver. Les conditions de tournage n'étaient pas tout le temps faciles, j'étais moi-même parfois un peu entre guillemets en survie, puisqu'il fallait suivre, notamment pendant les transhumances, on est tout le temps en mouvement, dans des environnements qui ne sont pas forcément faciles, et tout en étant soi-même autonome pour suivre la transhumance, les nomades et suivre ce qui se passe, il faut être constamment opérationnel pour sortir la caméra, filmer, faire des jolis plans, faire des jolies images. Ce rythme-là rendait difficile la coordination d'une équipe, même limitée, avec un chef opérateur et un ingénieur du son. Un des aspects majeurs qui ressort de votre film, c'est cette conjugaison précaire mais pourtant réussie entre mode de vie traditionnel et acceptation de la modernité chez les Lapons. Comment avez-vous vécu justement cette conjugaison ? On va dire que c'est déjà la raison principale qui m'a donné envie de faire ce film. Très souvent, quand on parle des nomades, on imagine quelque chose d'exotique, mais rétrograde, qui ne correspond pas bien à l'époque où on vit au XXIe siècle. Et ben eux non, ils avaient l'air d'avoir conservé cette espèce d'organisation et cette vision traditionnelle, tout en utilisant pour améliorer leurs conditions de vie les outils modernes, la modernité, tout en ayant eux-mêmes une vie moderne, un discours moderne et une vision moderne. En quoi, sans en faire un modèle, sans en faire un étalon, vous pensez que cette société, comme votre film, invite à une sorte de petite révolution copernicienne qui consisterait à réinclure nos pratiques dans l'écologie, non pas l'écologie dans nos pratiques? Alors, en fait, ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert les Samis, c'est que, ok, ils étaient modernes, mais en fait, ils avaient inclus la modernité dans leur organisation traditionnelle, et ils ont mis cette modernité-là au service d'une vision et d'une vie qu'ils avaient en harmonie avec leur environnement, en vivant dedans et à l'intérieur. Ils n'ont pas fait l'inverse. C'est cette conception-là qui a résonné, même avec bienveillance sur notre environnement. On est souvent plus préoccupé par l'intégration de la problématique environnementale dans un mode de fonctionnement sans le remettre en question, dans un système de fonctionnement sans le remettre en question, que l'inverse. Et il me semble qu'on y gagnerait, que ce soit au niveau des politiques locales, au niveau des politiques nationales, et simplement à titre individuel, on y gagnerait à sortir de notre bulle et à revivre pleinement nos territoires et à inventer des modes de fonctionnement qui soient compatibles avec la problématique environnementale et non pas l'inverse. Quelle est la religion ? C'est un courant qui s'appelle le lestadianisme, du nom de Lestadius, qui est un prêtre sami, qui à un moment donné, on va dire que c'est cette période, alors c'est au XVIIIe siècle, cette campagne de christianisation leur a permis de se sauver de l'alcoolisme. Et donc ça a été un courant très très fort, parce que c'était devenu très important, le problème d'alcoolisme. Ça mettait en danger carrément leur activité d'élevage.
Et donc ça a été un mouvement féminin aussi, c'est-à-dire c'est ce prêtre et les femmes samis qui à un moment donné ont développé cette campagne. Et Lestadius a eu, donc il a développé des préceptes très durs, presque extrêmes, de mode de vie, d'hygiène de vie au quotidien. Mais surtout il prêchait en sami, en langue sami, et ça c'était nouveau. Donc le christianisme a rencontré un écho très fort au XVIIIe siècle. Après ils sont également passés par une période qui existe toujours, où il y a une espèce de mélange entre leur paganisme originel. Il y avait des chamans avec l'ours qui représentait un petit peu l'esprit de l'environnement dans lequel ils vivaient, et les tambours. Il y avait les fameux tambours qui permettaient de rentrer en écho, enfin il y avait tout un travail au niveau des rythmes pour rentrer en harmonie avec le vivant, que ce soit la forêt, la plaine, l'eau, les animaux, etc. Donc il y avait, et pendant très longtemps, donc la religion chrétienne et animiste, le chamanisme se sont un petit peu mélangés. Comme souvent d'ailleurs. Bien évidemment, en provoquant souvent la colère des prêtres, etc. Donc à un moment, il y a eu quand même une période assez dure où on brûlait les tambours, où on pourchassait les chamans et où on les interdisait. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, ce chamanisme-là n'est plus vivant ou vivace, mais il en reste encore une certaine forme de conception. On donne vie aux arbres, on donne vie aux animaux, on remercie la nature pour tout ce qu'elle nous donne, on remercie l'esprit d'un animal qu'on a chassé, on remercie la terre aussi en lui donnant le fond de son verre de whisky. Il y a tout un tas de petites choses comme ça au quotidien qui sont pas que des actes exotiques, qui sont réellement de la manière dont ils conçoivent leur environnement. Et donnent du sens à leur environnement. Ouais. Cortovagea, l'Univers vous remercie. Merci.